Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Vous le savez, il n'y a pas de bonne analyse sans un bon échantillon. Nous en avions déjà parlé lors de l'épisode dédié aux interférences HIL. Mais un bon prélèvement demande beaucoup de prérequis, qui sont tous essentiels pour assurer la qualité de l'échantillon et donc la précision de la mesure et du résultat. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Louise Alonso pour répondre à nos questions. Marie-Louise est depuis janvier 2022 une heureuse retraitée et nous avons quand même la chance de bénéficier aujourd'hui de ses 42 années d'expérience au sein de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Mais attention, c'est à Québec. Bonjour à toutes les deux, Cécile et Audrey. Merci pour votre invitation. C'est très gentil de votre part. Et un grand bonjour à tous nos auditeurs canadiens. Veuillez noter que toutes nos recommandations sont principalement basées sur les lignes directives du CLSI et GFHT. Procédons donc par étapes. Quels sont vos principaux conseils, Marie-Louise, concernant le prélèvement sanguin? Ce qu'il faut premièrement, il faut commencer par vérifier le matériel qu'on va utiliser. Alors, la première chose très importante, c'est de vérifier la date d'expiration sur le tube. Il faut aussi utiliser un tube de polyéthylène phthalate. Alors, il faut aussi un tube stérile avec un vide et le volume d'air résiduel doit être inférieur à 20%. Pourquoi? C'est ce qui va nous permettre d'avoir le bon rapport sang anticoagulant, c'est-à-dire une partie d'anticoagulant pour 9 parties de sang. Ensuite, l'aiguille. L'aiguille, elle doit avoir une jauge comprise entre 19 et 20. Alors, le taux de citrate de ces tubes-là doit être de 3,2% avec un pH compris entre 7,3 et 7,45. Et le rapport un volume de citrate pour 9 volumes de sang est vraiment un élément clé pour s'assurer que le sang ne coagule pas, ou à l'inverse. La plupart des tubes ont une aide visuelle pour vérifier que le tube est correctement rempli. Mais il est également important de savoir que les conditions mentionnées sont quelque part ici les meilleures. Et bien sûr, le tube doit être validé pour l'instrument ou la technique que vous utiliserez après. Passons maintenant au prélèvement, Marie-Louise. 15% des erreurs de résultats de laboratoire sont dues au prélèvement et non aux techniques de laboratoire comme telles. Alors, si nous, on fait le prélèvement ou la personne qui va faire le prélèvement, elle doit premièrement désinfecter le site de ponction avec de l'alcool. Elle doit s'assurer de bien assécher l'alcool parce que sinon, ça peut causer une hémolyse. Ensuite, le garrot ne doit pas être trop serré pour éviter une constriction du flux sanguin. Aussi, le garrot ne doit pas être gardé trop longtemps car il y aura une libération de thromboplastine tissulaire et une activation de la coagulation. L'échantillon doit être prélevé idéalement dans une veine. Si le patient reçoit des médicaments par voie intraveineuse, il faudrait prélever le sang dans les veines du bras opposé. Et Marie-Louise, vous venez de dire qu'il fallait donc prélever dans le bras opposé à celui de la perfusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce qui se passe, c'est que la perfusion, elle va servir à injecter des médicaments au patient. Alors, comme on est dans la source de l'injection, le médicament peut être présent dans la concentration du prélèvement et plus élevé sur le sang qui circule, conduisant parfois à un effet direct sur les tests. Alors, c'est pire si vous voulez faire un dosage, par exemple, de ce médicament. Par exemple, si on veut faire un dosage d'héparine et que le patient reçoit de l'héparine, si cela n'est pas possible de le faire, alors il faudra demander au prescripteur si on peut arrêter la perfusion quelques minutes pour faire le prélèvement. D'ailleurs aussi, un autre petit conseil, c'est que si vous vous rendez pour faire le prélèvement, il est déconseillé de faire le prélèvement dans un cathéter ou un PECline. Du côté aussi d'une canule, surtout, même si de nos jours, on nous dit qu'il n'y a plus d'héparine dans les canules, mais que c'est plutôt de la saline, c'est pas grave, c'est mieux de l'éviter. Et éviter aussi un site avec un hématome, un œdème ou un tatouage aussi. C'est des choses que des fois, on oublie complètement. Alors ça, c'est par simple curiosité. Pourquoi doit-on éviter les tatouages? Parce que je les aime pas. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas du tout ça. Alors, la vraie raison, c'est que les tatouages, c'est pas que ça pourrait fausser notre résultat au niveau du prélèvement que nous avons obtenu, mais c'est surtout pour le patient, ce qui pourrait lui occasionner une inflammation sur le site du prélèvement. Ah, d'accord. Bon, merci Marie-Louise pour cette précision. Pour en revenir, quel est le risque de ne pas suivre toutes les recommandations que vous venez de nous donner? Alors, si on ne suit pas ces recommandations de prélèvement,
bien, on pourrait avoir plus de risques que l'échantillon soit déjà activé par des micro-cailloux puissant être à l'intérieur de l'échantillon et qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir et on travaillerait avec un tube qui serait vraiment erroné. Quel est l'ordre de prélèvement recommandé après pour les différents tubes? Si jamais vous utilisez un papillon pour faire le prélèvement, à ce moment-là, il n'y a pas d'équivoque, il faut vraiment rejeter ce premier tube parce que le papillon, il y a quand même une longueur de tubulure, donc la coagulation peut se faire. D'accord. Alors, si on n'utilise pas de papillon et qu'on a seulement un PT-PTT à faire, on peut utiliser le premier tube qu'on a pris. Par contre, si on a des tubes, si on a des analyses autres que le PT-PTT, il va falloir rejeter le premier tube. On peut prélever un tube sans gel. Il n'y a aucun anticoagulant c'est-à-dire qu'on va prendre un tube qui est complètement vide, ni gel, ni rien du tout. Et on va rejeter ce tube-là et après, on va continuer nos prélèvements. Alors, pour finir, si vous avez d'autres analyses en même temps, le seul spécimen que vous pourriez prélever avant, ce serait un tube d'hémoculture, car les autres tubes, même ceux qui ont un gel, pourraient interférer avec les résultats de coagulation. Il est conseillé de mélanger doucement l'échantillon immédiatement après le prélèvement en l'inversant délicatement de 3 à 4 fois pour ne pas activer la coagulation. Ceci va assurer un bon mélange entre le sang et le citrate et ainsi prévenir la coagulation. Alors, si le mélange est retardé ou incomplet, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une coagulation partielle de l'échantillon. Si, par contre, on mélange notre échantillon vigoureusement, alors ce qui va arriver, c'est qu'on risque d'avoir une certaine hémolyse dans notre prélèvement. Ça répond parfaitement, je crois, à toutes nos questions pour l'instant. Et à nos auditeurs qui écoutent le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à partager ce que vous écoutez aujourd'hui avec les infirmières, les médecins avec lesquels vous travaillez, car ils sont souvent finalement en charge de ce prélèvement. Marie-Louise, donc là, on a prélevé l'échantillon. Maintenant vient le transport du tube au laboratoire et la centrifugation. Quelles sont cette fois les recommandations? Bon, alors ici, c'est nous autres, les technologistes, qu'on rentre en ligne de compte. Alors, le transport est vraiment un défi de logistique, même à l'intérieur du centre de l'établissement. Alors, ce que vous devez éviter, c'est les chocs et les vibrations des tubes. Si on utilise un système de transport par tube communément appelé bonbonne ou pneumatique ici au Québec, je ne sais pas si en France ça s'appelle comme ça aussi, cela devait convenir au système de coagulation. Ce qu'il faut que vous reteniez aussi, si par exemple vous aviez une étude de fonction plaquettaire, alors à ce moment-là, on ne devrait pas utiliser une bonbonne ou un pneumatique pour le transport de l'échantillon. Il faudrait l'amener directement, le prélèvement, en même propre laboratoire. Et là, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, parce que les plaquettes sont très fragiles aux variations de mouvement et de température. Alors, un pneumatique, ça fait pjoum et ça fait activer notre coagulation. Alors, il n'est pas non plus recommandé de mettre l'échantillon sur glace pour le garder au froid, car cela peut activer les plaquettes et un début de coagulation, surtout si le patient est sous héparine. Alors, ce qui va arriver, c'est que la coagulation va s'activer et on va obtenir un résultat qui va être plus court que ce qu'on s'attendrait et de là à donner un mauvais traitement au patient pour son PTT. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que la température pour le transport doit être maintenue entre 15 et 25 degrés. Alors, pour l'hiver, 15 degrés, donc jamais à froid, et 25, c'est le maximum. Et on doit amener l'échantillon au laboratoire un temps opportun et très important, surtout si on a un titrage d'héparine à faire, peu importe l'héparine. D'accord? C'est très clair. Et donc maintenant, nous y sommes. L'échantillon est dans le laboratoire. Il vient maintenant l'étape de la préparation, de la centrifugation. Alors voilà, effectivement, vous allez ensuite centrifuger les tubes pour obtenir du plasma pauvre en plaquettes, c'est-à-dire plus petit que 10 000 plaquettes à l'intérieur de ce tube. Puis, une petite parenthèse, je ferai ici à ce moment-là, si vous me permettez. L'idéal, ce serait d'avoir une centrifugeuse réfrigérée, laquelle on pourrait mettre toujours à 21 degrés. C'est la température de la pièce ambiante où le tube n'est pas, les plaquettes, rien de tout ça est activé. Et pourquoi réfrigérer? Alors, c'est que si on n'a pas une centrifugeuse qui est réfrigérée, et ceci, on s'en est rendu compte, c'est que à force de centrifuger pendant toute la journée nos tubes, la température à l'intérieur de la centrifugeuse peut aller au-delà de plus que 25 degrés. Alors,
Ça, c'était une petite parenthèse. Alors maintenant, pour ce qui est de la centrifugation, quand vous avez un PT-PTT à faire de routine, alors 2500 G pendant 10 minutes avec frein, ça va être suffisant. Pour toutes les autres analyses de spécialité, on peut aussi le faire à 2500 pendant 20 minutes ou une double centrifugation avec frein. Oui, c'est ce que nous avons vu. Nous devrions même double centrifuger pour certains tests de spécialité, tels que les lupus, où ces échantillons sont stockés d'ailleurs congelés. Voilà. Il faut centrifuger une première fois 10 minutes avec frein. Puis, on va prendre le plasma et on va le transférer dans un tube de plastique, pas de vitre, et en faisant attention de ne pas aspirer le Voficote. Et après ça, ce tube-là, on va le prendre, on va le recentrifuger encore une autre 10 minutes à 2500 G et on va prélever le surnageant encore une fois ce plasma-là et on va le transférer encore dans un tube de plastique. Avant de congeler, ce qui est important, il faudra indiquer au dossier du patient si le spécimen est lactescent ou ictérique en ce qui concerne l'hémolyse. Alors, si on travaille avec un appareil qui est mécanique pour PT-PTT, on peut accepter une légère hémolyse. Je parle bien une légère hémolyse et seulement pour les PT-PTT, et je parle ici aussi, comme je me répète, pour vraiment un appareil qui est mécanique et non optique. Alors, si à ce stade-ci de notre étape, on voit qu'il y a une hémolyse dans notre tube, alors ce qui est conseillé, c'est de rejeter l'échantillon et de demander un nouveau échantillon pour le patient. Et donc maintenant, on a un échantillon centrifugé. Combien de temps est-ce qu'on peut conserver l'échantillon avant le test? Quelles sont les recommandations? Quand on fait un PT-PTT, dans l'idéal, ça devrait être 1 heure. Alors, à température ambiante, on peut, par exemple, le PT, on peut aller jusqu'à 24 heures. Enfin, moi, je le conseillerais pas, mais je vous le dis parce que je l'ai lu, d'accord? Alors, pour ce qui est du PTT, par contre, ça, c'est moins stable. Alors, il faut analyser dans les 4 à 8 heures, surtout 4 heures. Alors, ce qui est permis, c'est que pour un dosage d'héparine, on va aller jusqu'à un maximum de 2 heures. Et ce qui est important, c'est de vérifier la notice de votre réactive si vous avez le moindre doute. Pour nos auditeurs, je suggérerais de lire les publications de Dorothée Yadcock en 2012 sur les normes de qualité pour le traitement, le transport, le stockage des échantillons pour les tests d'hémostase et les conseils du CLSI H21 et de l'ICSH sur ce même sujet. Ils fourniront un bon aperçu de toutes ces recommandations. Oui, en effet, nous connaissons déjà l'impact de ne pas suivre correctement les différentes étapes. Ça a été très bien documenté et nous aurons besoin même d'un webinaire complet si on voulait couvrir l'ensemble des répercussions. Mais heureusement, nous pouvons stocker l'échantillon en le congelant. Et là encore, je suis sûre que Marie-Louise aura une recommandation précieuse. Dès que possible, on doit congeler entre moins 70 degrés ou moins 80 degrés. Alors, cette température va nous permettre de conserver l'échantillon presque 1 an et plus. Tout le monde n'a pas des congélateurs à moins 70 ou moins 80 degrés. Alors, on peut aller jusqu'à moins 20 degrés et ça, c'est acceptable aussi pour une période maximale de 4 à 5 semaines. Du Québec ou du Canada, Québec, je vous conseille de suivre l'Ordre des technologistes médicaux. Il y a une brochure à cet effet que l'Ordre a fait et ça peut vous donner plus d'informations. Et d'ailleurs, sur ce sujet de la congélation et la question de la stabilité à long terme des échantillons après congélation, il y a pas mal de papiers aussi sur ce sujet-là, Woodhams en 2001, Aleski en 2009, Van den Beslar en 2013. Et certains vont même jusqu'à conserver pendant 24 mois pour des tests d'INR ou d'APTT, quand l'échantillon est à moins 70 degrés. Mais pour l'anti-DISA, pour les héparines, surtout les HBPM, jamais plus d'1 semaine. Donc encore une fois, pour décongeler l'échantillon, on a une procédure spécifique qui est également très importante. La procédure générale recommandera un bain-marie à 37 degrés pendant 5 minutes maximum pour des alicots de 1 ml. Effectivement. Alors, ici aussi, c'est une étape très importante. Une fois qu'on va l'avoir dégelé pendant 5 minutes dans le bain-marie à 37 degrés, lorsqu'on sort de notre tube, il ne faut pas oublier de le homogénéiser ou bien de le vortexer. On peut le vortexer, c'est très bien. Mais ce qu'il va falloir, c'est enlever les bulles d'air qui auraient pu se former. Alors, une fois qu'on a vérifié tout ça, qu'on a enlevé les bulles d'air qui se sont formées, là, l'échantillon est prêt à être analysé. Merci beaucoup, Marie-Louise. Et j'espère que l'épisode aidera tout le monde finalement, et pas uniquement les personnels de laboratoire, mais aussi les soignants du Québec et de tous ces pays francophones qui nous écoutent sur Ask Stago. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci pour nos auditeurs et merci pour votre soutien. Vous pouvez nous contacter à ask@staco.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute.
Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.